La vie a une drôle de façon de vous remettre un scénario que vous n'avez pas demandé. Le mien semblait écrit à l'encre indélébile le jour où mon jeune frère, Marc, est né. Je m'appelle Ethan, j'ai 35 ans, et je gagne décemment ma vie en tant qu'ingénieur logiciel ici au Texas. C'est une vie que j'ai construite moi-même, pièce par pièce, par un effort acharné. Mais, selon ma famille, cela signifie simplement que je suis celui qui devrait avoir plus à donner surtout à Marc. Marc est l'enfant chéri. Il l'a toujours été. 3 ans plus jeune que moi, beau, charmant, et absolument convaincu que le monde et nos parents lui doivent une vie. En grandissant, ce n'était jamais subtil. Mon 10e anniversaire, j'ai eu un vélo d'un grand magasin. Le 10e anniversaire de Marc, un BMX sur mesure qui a probablement coûté plus cher que le paiement de la voiture de mon père. Noël était un défilé des derniers gadgets et des dernières tendances pour Marc, tandis que mes cadeaux étaient toujours pratiques, un nouvel ensemble d'encyclopédies, des chaussettes, des chèques cadeaux pour les librairies. Maman et papa disaient toujours, Ethan est si indépendant, il n'a pas besoin de tout ce remue-ménage. Ou, Marc a besoin d'un peu plus d'aide d'encouragement. Ce n'était pas seulement des cadeaux, c'était l'attention, les éloges pour les plus petites choses qu'il faisait. Marc ramenant un C à la maison a été accueilli par des acclamations pour avoir fait de son mieux. Mais ça? Eh bien, c'est juste Ethan étant Ethan, n'est-ce pas? Le véritable fossé s'est ouvert avec l'université. J'avais travaillé d'arrache-pied au lycée, cours de niveau avancé, emploi à temps partiel, club scolaire. J'ai intégré une université locale solide, prévoyant de faire la navette pour économiser de l'argent. Ce n'était pas l'université de mes rêves, mais c'était un bon programme, et j'ai pensé que j'éviterais les dettes étudiantes. Marc? Il a à peine réussi, plus intéressé par les fêtes que par les études. Mais il voulait, l'expérience universitaire, dans une grande université publique coûteuse à des heures de route. Et, bien sûr, il l'a obtenu, les frais de scolarité complets, le logement, la pension, les livres, une voiture neuve, une allocation mensuelle généreuse qui dépassait probablement mes gains d'emploi à temps partiel pendant un semestre entièrement payé par maman et papa. Lorsque j'ai dit à mes parents que je vivrais à la maison et que je ferais la navette, maman a hoché la tête, puis a lâché la bombe, c'est très bien, Ethan, mais si tu restes ici, tu devras contribuer. Nous aurons besoin de $700 par mois pour le loyer et les services publics. $700 à 18 ans travaillant au salaire minimum dans une librairie universitaire? C'était astronomique. J'ai bégayé, leur rappelant la vie entièrement financée de Marc à l'université. Maman m'a simplement adressé ce petit sourire serré, Marc avait besoin de ce soutien pour s'épanouir. Tu es différent. Tu es capable. Tu dois apprendre la responsabilité. Papa a simplement acquiescé. Ils ont présenté mon indépendance comme une raison de me charger, tandis que la dépendance de Marc était une raison de le combler de soutien. Alors je l'ai fait. J'ai travaillé presque à plein temps tout en suivant un programme complet de cours, j'ai sauté des repas, j'ai acheté les ramen instantanés les moins chers, j'ai hanté la bibliothèque pour les manuels scolaires où je les ai achetés en mauvais état en ligne. Chaque mois, ces $700 disparaissaient dans le compte bancaire de mes parents, un rappel constant de l'échelle inégale. Pendant ce temps, Marc se plaignait de ses meubles de dortoir lors d'appels téléphoniques que j'ai entendus, recevant de l'argent de week-end transféré par maman chaque fois qu'il manquait un peu d'argent. Nous ne voulons pas qu'il s'inquiète, je l'ai entendu dire une fois. Pourquoi mes inquiétudes étaient-elles sans importance? Pourquoi ma lutte était-elle nécessaire, mais pas la sienne? Après l'obtention de mon diplôme, j'ai fini avec les félicitations du jury, soit dit en passant, dans un programme d'ingénierie difficile, Marc a obtenu son diplôme avec une vague licence SR et une moyenne de 2 et quelques. J'ai déménagé le mois suivant, j'ai trouvé un petit appartement bon marché, j'ai vécu comme un moine pendant des années, épargnant chaque dollar que je pouvais. J'ai travaillé dur, j'ai obtenu des promotions, j'ai construit une carrière stable. Marc, quant à lui, a changé d'emploi en emploi, a épousé Sarah, une femme douce qui semblait dépassée par ses exigences et les enfants, et a commencé à avoir des enfants, 3 d'entre eux en succession rapide, des jumeaux, maintenant âgés de 7 ans, et un garçon, 5 ans. Et les renflouements parentaux pour Marc et sa famille ont augmenté, des voitures neuves lorsque la sienne est tombée en panne ou a été saisie, je soupçonne que les paiements de loyer étaient couverts, des factures payées, même le financement d'idées commerciales à moitié cuites qui n'ont mené nulle part. Marc et Sarah semblaient s'y attendre, et maman et papa continuaient à signer des chèques, apparemment aveugles au fait qu'ils encourageaient l'irresponsabilité. Je suis resté à distance, j'ai rendu visite pour les vacances, mais j'ai partagé de moins en moins ma propre vie.
Il ne s'en soucierait de toute façon pas. Mes succès ont été accueillis par un signe de tête superficiel, rapidement suivi d'une mise à jour sur le dernier défi de Marc ou les étapes importantes des enfants. Mon indépendance, autrefois un prétexte commode pour me refuser de l'aide, semblait maintenant être une déception silencieuse, comme si je ne fournissais pas le bon type de soutien, c'est-à-dire financier, à Marc. Après des années d'épargne et de location d'une boîte à chaussures, j'ai finalement atteint un point où je pouvais acheter une maison à un endroit à moi, un sanctuaire. Cela semblait être le point culminant de toutes ces années de difficultés, de paiement d'un loyer absurde à mes parents, de regarder Marc recevoir tout ce qui lui était donné. Ce serait à moi. Et je savais avec une certitude absolue que je ne pouvais pas le dire à ma famille pas avant que ce soit fait. Leur dire transformerait cela en un cirque, déplaçant immédiatement l'attention de ma réussite à la façon dont cela pourrait bénéficier à Marc et à sa famille. Je voulais que cette chose, cette énorme étape, soit purement et égoïstement mienne. J'ai donc commencé à chercher tranquillement, j'ai passé des soirées à faire défiler Zio, des week-ends à des portes ouvertes seul. Je n'ai rien dit à maman, papa, Marc ou Sarah. La seule personne qui le savait était mon ami, David. David comprend. Il avait vu cette dynamique familiale de l'extérieur pendant des années et était mon confident silencieux. Garde ça discret, mec, m'avait-il conseillé. Tu sais comment ils sont. Mon plan de secret total a fonctionné pendant quelques semaines glorieuses. Puis le désastre a frappé. J'ai mentionné la recherche d'une maison en passant à une collègue, Linda, que je pensais simplement amicale mais qui s'est avérée être une commère de première classe avec un don incroyable pour trouver des liens. Il s'avère que la cousine de Linda est la meilleure amie de Sarah. L'autoroute de l'information était déconcertante d'efficacité. Les appels et les textos ont commencé le lendemain. Maman, excessivement douce et inquisitrice, Ethan, chérie, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu cherchais une maison? C'est merveilleux. Je joue les innocents, oh, juste en train de regarder en passant, maman. Rien de sérieux. Cela a duré environ 30 secondes. Eh bien, Marc, Sarah et moi venons juste d'en parler, et nous avons tellement de bonnes idées. Tu auras besoin de quelque chose de grand, bien sûr au moins 5 chambres pour les enfants, tu sais, et une chambre d'amis pour nous. J'étais sans voix. Ma recherche de maison était instantanément devenue un projet de groupe, centré entièrement sur leurs besoins. Maman, je n'ai pas d'enfant. Je cherche un endroit pour moi. Elle a balayé cela d'un revers de la main, oui, mais la famille est importante. Tu auras besoin d'espace pour que la famille de Marc vienne, pour que les enfants jouent, pour que nous puissions passer la nuit. Marc a pris la parole, ajoutant son grain de sel sur le besoin d'une immense cour et peut-être d'un garage à 3 voitures pour ses projets. Sarah a gazouillé en disant qu'elle voulait une piscine. Cet appel n'était que le début. Pendant les 2 semaines suivantes, mon téléphone est devenu une machine à notifications incessantes, textos, emails, liens vers des maisons ou des manoirs, franchement en 5 chambres, 6 chambres, sous-sol fini, grand terrain, piscine, garage détaché. Chaque message mettait en évidence des caractéristiques spécifiquement pour Marc, Sarah ou les enfants. Ethan, celui de la rue Maple a un sous-sol fini, Marc pourrait avoir son propre espace. Regarde la cour de celui-ci au parfait pour que les enfants puissent courir. Cette annonce n'est qu'à 10 minutes de chez nous, nous pourrions rendre visite aux enfants tout le temps. Il n'essayait même pas de cacher que ce n'était pas à propos de moi. C'était épuisant, exaspérant et franchement bizarre. J'ai d'abord essayé de repousser gentiment, j'ai répondu à certains, en répétant « c'est trop grand pour moi » ou « je cherche dans une zone différente ». Ma logique a été accueillie par des commentaires dédaigneux comme « ne sois pas stupide, Ethan. Tu as besoin d'espace pour ta famille. » Ou « tu peux te le permettre si tu gères bien ton argent. » L'ironie ne m'a pas échappé. C'était comme parler à un mur. Finalement, j'ai décidé d'arrêter de m'engager. J'ai coupé leurs conversations de groupe, j'ai ignoré leurs appels et leurs textos concernant les maisons. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me disputer. J'ai continué à chercher seul, en silence. J'ai passé mes soirées en ligne, mes week-ends à conduire dans des banlieues tranquilles ou de petites villes en dehors de leurs rayons préférés, à regarder des maisons modestes à 2 chambres, des maisons à rénover ou tout ce qui ressemblait à une maison réaliste et réalisable pour une personne. Cela semblait défiant, libérateur. Vers la même époque, j'ai eu un appel avec ma tante Carole, un appel qui était attendu depuis longtemps. C'est la sœur de papa, aussi acérée qu'une aiguille, et elle a toujours semblé voir la dynamique familiale pour ce qu'elle était, même si elle n'interférait pas toujours directement.
J'ai vaguement mentionné la pression que je subissais concernant la recherche d'une maison. Tante Carole, ah, oui. J'avais le sentiment qu'ils essaieraient quelque chose comme ça. Elle a ensuite lâché une bombe, Ethan, tes parents, ils ne vont pas bien financièrement. Les problèmes de Marc au fil des ans, les renflouements, ils ont épuisé leurs économies ou peut-être plus que ça. Ils sont très stressés. Cela a fait tilt. Il ne s'agissait pas seulement de trouver une maison plus grande à Marc, il s'agissait de me transférer un fardeau financier important qui les écrasait. Ils ne se contentaient pas de soutenir Marc, ils détruisaient leur propre avenir en le faisant, et maintenant ils s'attendaient à ce que leur fils négligé intervienne et corrige les conséquences de leur favoritisme envers l'enfant chéri. Tante Carole n'a pas excusé leur comportement, mais ses paroles m'ont donné une compréhension froide et dure de leur désespoir. Elle m'a conseillé d'être prudent, de me protéger, car ils n'arrêteraient pas de pousser. Armé de cette connaissance, j'ai poursuivi ma recherche silencieuse avec une détermination renouvelée. J'avais plus que jamais besoin de mon propre espace, de ma propre stabilité. Je l'ai trouvé environ une semaine plus tard, un petit chalet à 2 chambres dans une ville tranquille à environ 40 minutes de mes parents et de Marc. Ce n'était pas luxueux, il avait besoin d'un peu de travaux de peinture et de quelques réparations, il avait une petite cour juste assez pour un barbecue et peut-être un jardin mais il semblait solide, paisible. Dès que j'y suis entré, j'ai su que c'était ça, ma maison. J'ai fait une offre le lendemain. La négociation a été tendue, mais elle a été acceptée. Le processus de clôture a été un flou de paperasse, gardé totalement secret de ma famille. Le jour où j'ai eu les clés, debout seul dans le salon vide, j'ai ressenti une vague accablante de soulagement, de fierté et de défi. Je l'avais fait, entièrement à mes propres conditions. Pendant les quelques semaines suivantes, je les ai laissés continuer à envoyer des annonces, j'ai ignoré les appels, je les ai laissés construire leur fantasme du manoir que j'étais censé acheter pour la famille. Je savais qu'un dîner de famille obligatoire allait arriver, maman l'avait mentionné il y a des semaines, avait insisté pour que tout le monde soit là. Je savais que c'était l'embuscade prévue où ils allaient me coincer et exiger que je m'engage dans l'une de leurs propriétés choisies. David m'a conseillé de ne pas y aller, mais j'ai décidé que j'irais. Je ne me cacherai pas. J'irai avec mes clés dans ma poche et je lâcherai ma propre bombe. J'ai répété mon discours dans ma tête. Je savais ce que je dirais, et je savais exactement quelle serait leur réaction. Samedi soir, je suis arrivé chez mes parents à l'heure, je suis entré dans le chaos habituel, des enfants qui criaient, Marc allongé sur le canapé en regardant la télévision, Sarah ayant l'air fatiguée, maman affairée dans la cuisine, papa planant. Maman m'a adressé un salut superficiel, déjà distraite. Le dîner a été une affaire tendue, des conversations forcées ponctuées par le bruit des enfants et Marc et Sarah se plaignant bruyamment de l'exiguïté de leur appartement, de la nécessité d'espace pour les enfants, de la difficulté de la situation. Ils préparaient le terrain, m'adoucissant. Après le dîner, alors que les enfants étaient enfin distraits par un film et que le dessert était servi, maman s'est éclaircie la gorge. Alors, le moment est venu, a-t-elle affiché son sourire le plus éclatant et le plus artificiel. Ethan, a-t-elle annoncé à table, sa voix ruisselant d'anticipation, nous sommes tellement excités. Nous pensons avoir trouvé la maison parfaite pour toi. Marc et Sarah ont immédiatement ajouté leur grain de sel, les yeux brillants de ce qui ressemblait étrangement à une excitation gourmande. C'est incroyable, Ethan. 5 chambres, immense jardin, quartier parfait. Marc a ajouté, oui, et le garage est immense. Je pourrais enfin lancer ce projet de voiture classique. Maman a sorti quelques imprimés brillants. Regarde, vois-tu? Il y a une aire de jeu parfaite en bas et une jolie chambre d'amis pour nous. Ce n'est qu'à 15 minutes de chez Marc et Sarah, donc les enfants seront proches. Nous pourrions aller la voir le week-end prochain. L'agent est prêt. Il rayonnait, s'attendant clairement à ce que je sois ravi, reconnaissant, voire enthousiaste. Ils avaient planifié cela, construit leur récit, ignoré mon silence, et me présentaient maintenant ma maison à signer. J'ai respiré lentement, j'ai posé ma fourchette avec précaution. Tout le monde me regardait. Les enfants étaient calmes pour une fois, sentant le changement d'atmosphère. En fait, ai-je dit, ma voix calme et claire, coupant leur bavardage plein d'espoir, il y a quelque chose que je dois vous dire à tous. Leurs sourires ont légèrement faibli, remplacés par la curiosité. J'ai déjà acheté une maison. La pièce est tombée dans un silence de mort. L'air était lourd. Leurs visages sont devenus blancs pendant une seconde, en train de traiter, puis la confusion, l'incrédulité, et enfin la colère a commencé à poindre.
La voix de maman était aiguë, incrédule. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par tu as déjà acheté une maison? Ça, quoi? J'ai dit, maman, j'ai acheté une maison. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je l'ai acheté il y a 2 semaines. Marc a bégayé, mais tu étais juste en train de chercher. Tu ne nous l'as pas dit. Je sais. Ai-je dit. Ce fut un processus discret. Sarah s'est penchée en avant, la mâchoire serrée. Eh bien, quel genre de maison est-ce? Celle de la rue Oac? La grande avec la piscine? Non, ai-je dit. Ce n'est pas ça. J'ai fait une pause, laissant l'anticipation monter. C'est un petit chalet à 2 chambres à environ 40 minutes. C'est exactement ce que je cherchais, et c'est à moi. Pendant une seconde, juste un éclair, j'ai vu le choc, peut-être même une pointe de confusion, avant que la colère n'explose. Un chalet, s'est exclamé Marc, sa voix aiguë d'incrédulité et d'indignation. Comment sommes-nous censés nous y intégrer? C'était ça. Cette seule question, criée à travers la table du dîner, résumait parfaitement leur point de vue sur la situation. Ma maison n'était pas à moi, c'était une ressource à laquelle ils avaient droit, un endroit où ils devaient s'intégrer. Vous ne le ferez pas, ai-je dit, ma voix maintenant dure comme de l'acier, parce que c'est ma maison. Je l'ai achetée pour moi. Pas pour vous, pas pour les enfants, pas pour maman et papa. Pour moi. Maman a retrouvé sa voix, un grondement sourd se transformant en cri. Ethan. Comment as-tu pu? Nous avons travaillé si dur, à trouver l'endroit parfait pour toi, pour la famille. Prendre une décision aussi importante sans nous consulter. Vous ne cherchiez pas un endroit pour moi, ai-je rétorqué, ma propre voix s'élevant. Des années de frustration refoulée ont finalement fait surface. Vous cherchiez un endroit pour marquer sa famille. Vous avez ignoré tout ce que j'ai dit que je voulais. Vous avez juste continué à envoyer des annonces pour des manoirs dont vous avez décidé que Marc avait besoin. Mais nous en avons besoin, Ethan. A sangloté Sarah, des larmes jaillissant de ses yeux. Notre appartement est minuscule. Les enfants sont à l'étroit. Nous ne savons pas ce que nous allons faire. Le deuxième rebondissement arrive ici, tissé dans la panique. Marc, paniquant, a ajouté frénétiquement, oui, Ethan. Notre bail arrive à échéance le mois prochain, et le propriétaire vend. Nous n'avons nulle part où aller. Nous comptions là-dessus. La vérité était là. Leur désespoir ne consistait pas seulement à vouloir plus d'espace, il s'agissait d'une crise du logement immédiate et imminente à laquelle ils n'avaient pas prévu, et ils avaient simplement décidé que j'étais la solution, utilisant ma recherche de maison comme véhicule. Et ça, ai-je dit, ma voix retrouvant un calme dangereux, ce n'est pas mon problème. Papa a claqué sa main sur la table, c'est horrible à dire, Ethan. Ils sont ta famille. Ton frère. Tu es égoïste. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je me suis levé, les chaises grinçant contre le sol. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est que j'ai passé toute ma vie à vous regarder donner tout à Marc tout en exigeant que je sois reconnaissant pour des miettes. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est que je me suis enfin défendu, j'ai travaillé dur, et j'ai acheté ma propre maison, et votre première réaction est de crier sur le fait que vous ne pouvez pas y entrer et que cela ne résoudra pas le problème de Marc. Le chaos a éclaté. Sarah pleurait ouvertement. Maman criait que j'étais ingrat, qu'elle m'avait mieux élevé. Papa était rouge de colère, déchaînant des propos sur la loyauté familiale et la déception. Marc est resté assis là, abasourdi et ayant l'air boudeur. J'ai pris mes clés sur le comptoir. Je pars, ai-je dit. Maman s'est précipitée vers moi, tu ne peux pas simplement partir, Ethan. Nous sommes une famille. Je me suis retourné à la porte, j'ai regardé la scène de leur crise auto-infligée et de leur colère déplacée. Regarde-moi, ai-je dit. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture, et je suis parti. Ma main tremblait sur le volant à un mélange d'adrénaline résiduelle, de colère et d'un étrange sentiment puissant de libération. Je l'avais fait. Les conséquences seraient immenses, mais j'avais enfin, vraiment tracé une ligne. Le barrage a commencé avant même que je n'arrive à la maison, texto, appels, messages vocaux et messages furieux, suppliants, culpabilisants de la part de maman, papa, Marc, Sarah, accusation de manque d'humanité, cris sur le fait que je ruinais la vie des enfants, appels désespérés à reconsidérer, à vendre mon petit chalet et à acheter quelque chose de convenable pour la famille. J'ai coupé les conversations de groupe,
j'ai laissé les appels aller à la messagerie vocale. Écouter les messages vocaux était difficile, entendre la colère brute, les larmes feintes, le droit pur tordu en victimisation. Le message vocal de papa était juste lui criant sur la trahison. Puis la famille élargie a commencé à s'impliquer, appel de tante et d'oncle, clairement incité par mes parents, répétant les mêmes phrases, « Ethan, la famille passe avant tout. Ne peux-tu pas aider ton frère? Il est dans une situation difficile. » Je les ai traités calmement mais fermement, en expliquant brièvement que j'avais acheté ma maison pour mes besoins et que la situation de logement de Marc était distincte. La plupart n'ont pas compris ou accepté cela. Le troisième rebondissement arrive dans les retombées. Tante Carole a appelé à nouveau quelques jours plus tard. Elle avait parlé à maman. La situation était pire que je ne le pensais. « Ethan, a-t-elle dit, sa voix fatiguée, tes parents, ils ne sont pas seulement stressés, ils sont dans de graves problèmes. Toutes ces fois où ils ont aidé Marc, ils ont hypothéqué leur maison, ils ont épuisé leur retraite, ils comptaient absolument sur toi pour acheter une grande maison afin que la famille de Marc puisse vivre avec toi, ou peut-être même pour que tu reprennes leur maison afin qu'ils puissent réduire leur taille et donner leur maison actuelle à Marc. Je ne connais pas le plan exact, mais ils étaient désespérés. Ils n'ont pas l'argent pour continuer à le renflouer, et ils sont confrontés à leur propre précipice financier. C'était une confirmation sombre. Leurs années à soutenir aveuglément Marc ne m'avaient pas seulement blessé, elles avaient détruit leur propre sécurité financière, et leur solution était d'exiger que le fils qu'ils avaient négligé corrige le désordre créé par le fils qu'ils avaient favorisé. C'était tragique, confus, et cela a confirmé que mon maintien ferme ne concernait pas seulement une maison, il s'agissait de briser un cycle toxique. Emménager dans mon chalet était surréaliste. Il était petit, avait besoin d'une nouvelle couche de peinture et de quelques réparations, mais il était calme, paisible. Chaque boîte déballée, chaque clou martelé, était comme une victoire. Cet espace était le mien, aucune condition, aucune attente cachée, aucune exigence de faire de la place pour la vie de quelqu'un d'autre. La famille est maintenant silencieuse. Bloquer leur numéro était nécessaire pour ma tranquillité d'esprit. Je sais qu'ils sont aux prises avec leurs propres conséquences, le logement de Marc, les difficultés financières des parents. Je ne connais pas les détails, et honnêtement, je ne peux pas m'impliquer. Je ressens une profonde tristesse pour la perte de la famille que j'aurais souhaitée, celle où l'amour n'était pas conditionnel à ce que je pouvais fournir à l'enfant chéri. Mais je ressens aussi un profond sentiment de paix et d'autopréservation. Ma maison est calme. Le téléphone est silencieux. Cela m'a coûté ma famille immédiate, peut-être définitivement, mais j'ai enfin quelque chose qui est vraiment inconditionnellement mien, une fondation construite de mes propres mains, pour ma propre vie. Et pour l'instant, cela doit suffire. L'avenir de ces relations est incertain, une question ouverte qui plane dans le silence. Mais ici, dans mon petit chalet tranquille, je suis enfin, vraiment chez moi.